Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance le 30 juin 1960, l'établissement de l'audiovisuel public, la RTNC, a accompli une mission noble et importante dans la diffusion des informations politiques et des institutions en place, dans la production des émissions à caractère scientifique, économique, sportive et j'en passe, capable de forger la conscience du citoyen pour son appartenance à une nation, notre patrie, la République démocratique du Congo, et de son rayonnement en dehors de nos frontières. Il est important de connaître les origines de la radio et télévision en République démocratique du Congo. Pour mieux appréhender l'histoire de la RTNC ou de la radio et la télévision démocratique du Congo, nous avons rencontré les acteurs du rayonnement de ces médias publics vers les années 67. Il s'agit de Stéphane Kitutu Oléantois, de Paul Malembe Tamandiak, de Pauline Kabangushita, de Jean-Pierre Kibambichintois, de Jean-Pierre Henri Kassanga Mbengu et de Raymond Tedika pour le compte de langue nationale. La radio a été créée par les Belges, c'est-à-dire l'État colonial. La Belgique, envahie par les Allemands, avait exporté un certain nombre de ses services en dehors du territoire belge du Royaume de Belgique. Parmi les services qui étaient, disons, exportés, il y avait les services de la radio belge qui, une fois implantés au Congo, d'abord à Kinshasa, s'appelait Radio Congo belge. Pour la radio, la Belgique a pris le matériel, donc les émetteurs, la radio, les appareils. On l'a démonté à partir de la Belgique jusqu'au Congo belge. La radio s'appelait comment? OTC, Office de télécommunications du Congo. Cette radio n'est diffusée qu'en français et en néerlandais. Et le but de cette radio, c'était pour encourager les soldats ou les militaires qui étaient au front. Ça marchait, mais vraiment pas, parce que nos militaires ne comprenaient pas le français. Mais pourtant, on émettait en néerlandais et en français. Ce n'est qu'après quelques années qu'on a monté un émetteur qu'on appelait Radio Congo belge. Quand on a monté ces radios, il n'y avait même pas un seul noir. Le premier noir qu'on a engagé à la radio s'appelait Lutula en 1941. Et c'est le premier Congolais, le premier noir qui a travaillé à la radio Congo comme commis. La radio qui a commencé d'abord par ce qu'on avait appelé Radio Collège, qui était installé dans les installations du collège Albert Ier. Une radio scolaire pour les élèves qui étudiaient au collège Albert Ier, aujourd'hui collège Boboto. Vers les années 37, Radio Congolia n'était pas une radio. C'était un commerçant qui vendait des objets électriques, la vente des ampoules, beaucoup de choses là électriques. Et puis, dans sa voiture, il a mis des haut-parleurs. C'était pour attirer la clientèle. Il faut cependant signaler que les origines de la radio remontent en 1937 avec la radio Léo, une initiative privée du père jésuite, le premier recteur du collège Albert Ier, aujourd'hui collège Boboto. Radio Congo belge avait en fait deux objectifs principaux. D'abord, continuer à faire entendre la voix des Belges qui, ayant quitté le royaume de Belgique officiellement occupé par les Allemands de la manière qu'on le connaît, à l'époque, la radio était diffusée sur ce qu'on appelait les ondes courtes. Elle pouvait atteindre de très longues distances, souvent un peu au détriment de la qualité du son. Les interférences atmosphériques
intervenait beaucoup pour ce qui est de la propagation des ondes courtes. Mais enfin, l'objectif était de pouvoir diffuser à partir de Kinshasa des émissions à destination des Belges de la métropole et puis aux Belges de la colonie. Pour ce qui est de la radio, en 1942, on a monté une chaîne nationale du Congo belge. Une radio nationale congolaise, c'était le 8 juillet 1942. Cette radio congo-belge était dirigée par un haut commissaire à l'information jusqu'à l'indépendance. Alors dans cette radio, on parlait lingala, Kikongo, Swahili et Chiluba. Et c'était vraiment une réussite. Parce que les militaires congolais qui étaient au front comprenaient maintenant tout ce qu'on disait. En octobre 1940, le gouvernement crée une station de radiodiffusion officielle dénommée Radio Congo-Belge, RCB. 2 ans plus tard, en 1942, une radio Elisabethville, une initiative privée, voit le jour dans la province du Katanga, à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. La radio, même du temps de la colonie, elle existait. Mais je me souviens qu'à l'époque où Tshombe était président du Katanga, il y avait 2 Belges qui travaillaient à la radio Katanga. Il y avait un certain Jean Sampeur qui faisait des éditoriaux très forts contre le régime de Kinshasa. Donc la radio existait et nos parents et nous-mêmes, nos parents pour les informations, ils les suivaient dans les rues parce qu'il y avait des haut-parleurs qui étaient montés dans certaines rues de Likasi, où moi je suis né, et de Lubumbashi. En tout cas, partout, on pouvait suivre la radio Katanga ou la radio belge, qui émettait depuis la Belgique, mais qui avait des décrochages au niveau du Katanga quand il s'agissait de donner les informations du pays. L'entreprise coloniale avait officiellement aussi comme mission, si vous voulez, la civilisation des populations autochtones. Comme on disait à l'époque, sans méchanceté, éduquer des indigènes, c'est-à-dire les Congolais de l'époque. Donc, ils avaient aussi des programmes, en dehors de ceux destinés aux Belges de la Belgique et aux Belges de la colonie, des programmes pour les Congolais de la colonie. Et ces objectifs rejoignaient une des facettes de l'ambition de la colonisation, c'est-à-dire l'éducation de la population essentiellement. 2 septembre, à ma connaissance, 1945, la guerre a pris fin. On a donné une grande importance aux langues nationales. Nous sommes en 1946. Les responsables de cette radio ont décidé d'introduire les langues nationales à la radio. Donc maintenant, on émettait en néerlandais, en français, à lingala, Kikongo, Swahili et Chiluba. On a recruté quelques Congolais qui étaient capables de traduire ou vulgariser la langue française en 4 langues. En Chiluba, il y avait Franklin Kayembe, Kassongo Maurice. En Kikongo, il y avait Gaston Midou, Henri Tumawaku et René Bavas. Même encore à Rama Mavinga. À Lingala, il y avait Albert Mongita et puis Léon Koumou. Et en Swahili, il y avait Pierre Rissassi et Jean-Roger Kongolo. La radio maintenant a commencé parce que à l'époque, un Congolais ne pouvait pas parler français.
Donc les émissions passaient en français pour le blanc et en 4 langues pour les Congolais. Et on diffusait des émissions éducatives. Donc pourquoi payer les impôts? On a éradiqué plusieurs maladies. Le civisme, l'éducation civique, surtout l'agriculture. Parce qu'à l'époque coloniale, les Congo belges étaient riches, avaient beaucoup de plantes. Et puis l'économie était florissante. S'il vous plaît, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. 1 franc Congo belge valait 5 francs au Congo-Brazza. Alors, nos amis de Brazzaville préféraient venir travailler ici et puis dormir au Congo. Parce que si ça payait bien. Il suffit de donner une information à la radio, demain, le chef du village, le chef coutumier, le secteur, l'administrateur des territoires, vraiment étaient alertés. Et puis, l'information arrivait à destination. La radio congolaise est l'héritière de l'ancienne radio Congo-belge. Cela dès l'accession de notre pays à l'indépendance. Vers 1955-56 qu'on a commencé à engager les Congolais pour présenter les infos en français à la radio. Mais la direction des programmes n'avait pas encore sa place, n'existait pas parce que les gens d'hier faisaient tout. Donc ils pouvaient travailler aux infos. Très peu de programmes, disons, à caractère information. Ça viendra un peu plus tard, quand nous allons devenir vraiment indépendants. C'est en ce moment-là qu'on créerait, à côté de ce qu'on appelait à l'époque la rédaction française, on créera la rédaction en langue, en sus des programmes d'éducation sanitaire, ménagère, plusieurs volets qui rejoignaient la branche, disons, éducative, d'une façon, disons, globale. On ajouterait maintenant l'aspect spécifique information. Le jour de l'indépendance, le premier Congolais qui a interviewé Roi Baudouin portait le nom de Jean Lema, alias Jamais Kolonga. D'ailleurs, après l'indépendance, Jamais Kolonga a été sollicité par Lumumba comme attaché de presse. Radio Congo Belge était devenue Radio Nationale Congolaise. Premier responsable, ministre, Anissé Kachamura. Secrétaire général, Lutula. Radio, Charles Atapor. Cette radio fonctionnera sur plusieurs volets. Il y aura des émetteurs, disons, pour, si vous voulez, des émissions à ondes courtes pour l'ensemble du pays et pour l'extérieur. Et il y aura station provinciale. C'était une radio principalement éducative et diffusée en langue congolaise, en langue nationale. Ce n'est qu'en 1962 que l'UNESCO nous a envoyé un expert qui répondait au nom de Raymond Paccard. Il est venu créer la radio éducative en 1963. C'est cette direction qui a créé la direction des programmes que nous avons aujourd'hui. Raymond Paccard nous a appris à produire des émissions. On a nommé Ayimpam qui était rédacteur en chef. En 1963, il y avait la RTNCD, à l'époque on appelait Studio Star. Et puis, ici chez nous à la radio, radio éducative. Et puis, on a formé
la direction de programme. En 1962, en face de Kinshasa, Brazzaville avait inauguré une station de télévision. En dehors des équipements que la République du Congo a hérité de l'ancien réseau des émissions de la Radio France Internationale, eux-mêmes, les Congolais de Brazzaville, ajouteraient une télévision qui commençait à émettre de façon systématique déjà en 1963. Et là, les Congolais, évidemment, comme c'était un nouveau mode de communication, suivaient. Mais vous savez que ces choses de l'audiovisuel ont plusieurs facettes. En dehors de l'aspect culturel, quand on met en œuvre une télévision, il y a nécessairement un petit reflet de la politique nationale dans ces émissions. Et les Congolais de Kinshasa suivaient la télévision de Brazzaville. Et vous savez que le Congo-Brazzaville, à l'origine, avait opté pour le socialisme. Et cela était donc une option politique qui ne faisait pas nécessairement, disons, l'unanimité de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire chez nous ici. Alors, quand le Premier ministre Tshombe prendra la tête du gouvernement, il prend l'option de créer la télévision. Tshombe, Premier ministre, parce qu'il avait beaucoup d'intentions sur ce pays. Il voulait un jour devenir, par exemple, président du pays. Alors, pour atteindre tout le monde, pour battre une bonne campagne, il a demandé qu'est-ce qu'il fallait pour avoir une chaîne de télévision. On lui a dit qu'il faut d'abord acheter l'émetteur. Il a donné 10 000 francs belges qu'on a envoyés en Europe pour acheter cet émetteur. Et l'émetteur a été acheté. L'émetteur, quand il est arrivé, Tshombe est parti. Le ministre de l'Information, à l'époque, c'était Jean-Jacques Kande, mais à l'époque, il était haut commissaire à l'information. Qu'est-ce que Kande a fait? Comme il a remplacé Tshombe, on lui a donné la charge de monter une chaîne de télévision. On a aussi monté un émetteur, une attitude à peu près de plus de 100 mètres. Après avoir réuni toutes les choses qu'on a demandées, et on a envoyé des gens en formation pour apprendre la réalisation, la prise de vue et beaucoup de petites choses. Parce que la télévision de l'époque comptait 52 métiers. Enfin, née le 30 juin 1960, la radio nationale congolaise, alors que la télévision a été mise en place le 23 novembre 1966. Mais déjà, en avril 1964, le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, avait proclamé sa volonté de mettre sur pied une télévision pour développer l'enseignement scolaire selon ses dires, ses projets, ses rapportés par son premier ministre Tshombe. En novembre 1964, à peu près, le gouvernement français, avec le premier Moïse Tshombe, avait signé un accord de coopération. L'accord visait à moderniser et à équiper l'espace médiatique congolais. C'est la France qui devait faire ce travail. Mais quand les Français sont arrivés à la fin de l'année 64 pour commencer le travail, sur place, ils n'ont pas trouvé des journalistes formés à leur niveau. Alors, ils suivaient mes émissions chaque jeudi à la radio. Ils se sont informés. On leur a dit que c'est un diplômé de l'école supérieure de journalisme de Lille. Ils ont écrit à Lille, Lille a confirmé, et Lille a recommandé, dit, prenez M. Paul Malembe. Et il est venu au bureau pour me recruter. Bon, je suis arrivé, j'ai protesté, j'ai dit non, je dois partir dans 3 mois, je pars aux États-Unis faire ma thèse de doctorat, je ne peux pas rentrer au Congo. Il a insisté, il a promis que la France allait me donner une bourse d'études. Au cas où, après avoir terminé mon travail au Congo avec les Français, j'ai décidé de reprendre ma thèse de doctorat.
Et ça a été fait. Je suis venu, je devais commencer à former les journalistes, n'est-ce pas, de la télévision. On avait aussi une direction de sport. Mais les présentateurs, il y avait des Congolais d'en face et des Blancs. Un Congolais de Léopoldville parlait français en direct au stade. C'était impossible. Le premier jour que Basunga a fait le reportage de match, c'était vers Club et Dering, quelque chose comme ça, mais c'était terrible. Les gens, tous les Quinois ont payé des tickets. Le sport ne les intéressait pas, mais c'est la voix de Basunga qui attirait ce monde. Et c'était fantastique. En 1965, Moïse Tshombe a pris la décision de se débarrasser des Congolais qui travaillent à la radio chez nous, qui donnaient les informations. Et tout le monde est en train, mais on était obligé d'engager des journalistes sportifs congolais. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé un concours. Et 3 avaient réussi. Il y avait Paul Basunga, Gérard Ekoualanga et Kasonga Mbunga. Bon, Kasonga, le sport ne l'intéressait pas. En 1965, il y aura donc ce qu'on avait appelé le nouveau régime, c'est-à-dire le colonel Mobutu, avec un certain nombre de ses compagnons de l'armée, prendront le pouvoir. Mais déjà, avec le Premier ministre Tshombe, il y avait déjà des actions qui préparaient l'avènement de cette télévision. Il y avait déjà une équipe de la compagnie américaine RCA, Radio Corporation of America, qui avait commencé à faire les installations des émetteurs à Mbinza, au centre d'émission actuel. Il y avait déjà des préparatifs. Et ça, c'est sur le plan technique. Et sur le plan culturel, artistique, on avait déjà aussi commencé à préparer l'avènement de cette télévision en envoyant des gens en formation. La télévision au Congo a été faite de façon réfléchie. Et pour ce qui était de la basse fréquence, ici, sur l'avenue, à l'époque, on appelait avenue Valk, qui est aujourd'hui avenue de la Justice, on a commencé à installer les équipements techniques de la radiodiffusion congolaise dépendaient des PTT. C'était donc des émetteurs relevant de la compétence des postes et télécommunications. On envoie une première équipe de la télévision en formation en France, comprenant des gens comme les Kayumbi Beya. Le premier réalisateur congolais à la RTNC, c'était Théophile Kayumbi Beya. Il n'y avait que de blancs. Et après, avec le temps, on a aussi envoyé d'autres personnes, telles que Lutu Mabango, Kombra, et puis Chitengesana. Ils sont entrés en 68. Et ils sont venus donner ce qu'on appelle l'Elengi à télévision. Parce qu'ils étaient bien formés, des réalisateurs. On a introduit, ils ont inventé des émissions. Franco est passé pour la première fois avec son OK Jazz. Rochero aussi devait faire la même chose parce que le leadership, Franco qui dit que c'est moi, Rochero dit que c'est moi. Rochero avait Lutu. Franco pour demander à Lutu, qu'est-ce qu'il faut faire pour que moi aussi je passe à la télévision. Lutu a imaginé, il a créé, il a monté un générique à la télévision, c'est générique, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que Lutu a fait? On a pris un hélicoptère et puis caméra et les pilotes. Ils ont filmé le nuage. On avait la photo de Taboulé. Arrivé à la télévision, quand Jacques Kande a vu Rochero
aux images. C'était impossible. Jean-Jacques Kande directement a pris la décision. Pourquoi ne pas faire ça pour le président fondateur? Il a donné des injonctions, les génériques passaient. Mais c'était fantastique que Mobutu Vuma, il sort des nuages et il passait. Eh bien, c'était de l'extraordinaire. Chitenge Sana, parce qu'ils sont venus de Lokora. Chitenge Sana, grand réalisateur. Pour ce qui est des équipes comme les caméramens, il y avait déjà une petite tradition au Congo. Il y avait déjà le cinéma. Et dans ce cinéma populaire, certains opérateurs de prise de vue étaient déjà des Congolais. C'était le cas de Joseph Kiboko, de Nkumu. Et les gens ne le savent pas. Lukunku Sampu, au départ, était un caméraman de cinéma. Il était donc ce qu'on appelait à l'époque la direction de l'information et du tourisme de la colonie. C'est eux qui faisaient des films pour l'actualité. Et certains même étaient utilisés pour produire des petits longs métrages d'éducation. Si vous pouvez vous rappeler des films comme les Matamata, procédaient en fait de la politique éducative des colonisateurs. Certains, dont spécialement Kayumbu Beya, étaient déjà journalistes. Parce qu'en ce moment-là, on a vu beaucoup plus des animateurs que des journalistes. Les gens qui sont allés en formation en France sont rentrés. Ils étaient 4. Il y avait Simon Lungela, Ochudi Zemba, Kitutu Oleyantua et Jerry Mayele. Ces 4 ont fait le Cora. Tous étaient des producteurs, mais les uns ici ont fait les informations et les autres, ils ont fait le programme. Simon Lungela et Ayimpam, c'est ces 2 personnes qui ont confectionné la première grille que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Nous avons commencé à travailler. Nous avons travaillé pendant 3 mois. Il y a eu coup d'État. Et le nouveau régime, avec Kande Jean Blaté comme ministre de l'Information, a suspendu les contrats entre les Français et la République démocratique du Congo pour un autre accord à 4. Et on m'a envoyé aux relations publiques. Je devais diriger une revue qu'on appelait Congo Magazine. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de faire véritablement la connaissance de Mobutu, parce que je devais les rencontrer chaque mercredi pour des interviews. Dans le cadre de cet accord, on a créé ce qu'on appelait Congo Vox. Et nous avons travaillé, on a fait la mise en place. Le 23 novembre, on a inauguré la télévision, 66. J'étais le seul cadre congolais à être nommé. On a demandé à la radio d'affecter Kitutu. Kitutu venait aussi de terminer son stage, un long stage à Lokora, en France, un stage de 16 ou 18 mois. Et c'était quelqu'un qui avait une formation voulue. On l'a affecté comme secrétaire de rédaction. J'étais le rédacteur en chef. Et donc, j'ai participé à l'installation de la télévision. Mais la télévision a été inaugurée le 23 novembre 1966 en présence de mon lieutenant général Mobutu et Bobozo, qui était commandant-chef de l'armée congolaise, et puis Rwantare de Burundi. La télévision congolaise sera inaugurée officiellement le 23 novembre 1966, à l'occasion du premier anniversaire de ce qu'on appelait la Seconde République. Donc, à partir du 23 novembre 1966, la télévision se joignant à la radio, on devenait donc la RTNC, la Radio-Télévision Nationale Congolaise, qui deviendra statutairement, officiellement avec ce nom en 1967.
avec vraiment, si vous voulez, une équipe héroïque, si je peux dire. Le 23 novembre 1966, c'est l'inauguration de la télévision par le président Mobutu. À la même année, Kwame et l'Africa Fiesta immortalisent cet événement à travers une chanson intitulée « Télévision ». Du côté sportif, à la même époque, le gardien de V Club Ezando est surnommé Télévision. Qui jouait dans V Club Ezando Télévision. Il est venu de Kananga ou Imo-Congo. Il a occupé ces deux quartiers. Il a joué dans V Club. Un très bon gardien télévision. Le 23 novembre 1966, c'est ce jour-là que je paraissais à la télévision, que je prononçais mon premier billet. L'émission a été annoncée par les téléspeakerines. Il y avait Lotaï Kanza, il y avait Germaine, Gertrude Germany. Et puis, je suis maintenant intervenu moi-même, j'ai présenté ce qu'on appelait les billets du jour, expliquer aux gens qu'est-ce que la télévision, qu'est-ce que nous allions faire, quelle est la mission de la télévision. La première édition du journal télévisé a été préparée comme dans toutes les rédactions. Nous avons commencé par faire ce qu'on appelle le conseil de rédaction et tout ça là. Nous avions notre technicien français qui nous guidait, qui préparait cela. On a préparé les images produites par Congo Vox. Tout a été bien fait. Et les présentateurs de ce premier journal, c'était le professeur Malembe, moi-même et Nzunga Mbadi et Benjamin Nembe Mutswanga. Voilà les présentateurs du tout premier journal télévisé de la République démocratique du Congo. En ce moment-là, comme on avait un rédacteur en chef, c'était lui le leader, c'est-à-dire le meneur. Et chaque journaliste devait préparer un dossier. Et nous avions déjà une structure qui était presque demeurée éternellement. Nous avions une structure qui commençait par la page nationale, les informations nationales, les informations africaines, les informations internationales, et enfin, on terminait systématiquement avec les informations à caractère, disons, général, soit sportive. Quand nous avons démarré la télévision, nous avons eu des gens comme, justement, en tant qu'animateurs, des gens comme le Kunku Sampou, qui venaient du cinéma. Moi-même, personnellement, j'étais formé en France, à l'OCORA, à l'Office de coopération radiophonique. Nous étions 4, destinés d'abord pour la radio. À la création de la télévision, on a dû me transférer à la télévision. Et pour ça, il fallait une petite formation, parce que même si, comme on dit, la radio, c'est la mère de la télévision, il y a quand même une adaptation du point de vue écriture, du point de vue présentation, du point de vue maintien, qu'on doit acquérir. Et ça, c'est une des formations que nous avons eues localement. Comme journaliste, il y avait donc, nous avons eu des gens comme Baïka Bunda, mais au départ, on l'appelait Simon Mohamed. Il y avait Nzunga Mbadi, Jean, formé ici, sur place, comme journaliste de la télévision. Le pouvoir public avait déployé les efforts pour équiper la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Le président Mobutu avait créé la Cité de la Voix du Peuple, appelée aussi la Voix du Zaïre, en 1977, avec 7 studios de télé, 14 studios de radio, 8 stations provinciales reliées par satellite avec un émetteur de 600 kW. Ces bâtiments de 19 étages, ça a coûté 24 millions. Moi, j'étais là lors de la signature du contrat entre Thomson, Sodetec, coopération française, avec l'État congolais. Et on a construit quelque chose. Il n'y a que le mobilier, comme Ndungu Boulaniati, arrivant, comme ministère de l'Information, a refusé les mobiliers. Mais tous les restes, c'est importé. Et les journalistes étaient très bien payés. C'était des grands messieurs respectés.
l'hôtel Invest, construit comme source d'autofinancement de la RTNC. Or, nous avons eu la chance d'avoir de très bons techniciens, ce qui fait que dès le départ, le signal de la télévision nationale congolaise était non seulement un des meilleurs de l'Afrique, mais du monde. On avait un très bon signal, très clair. Je pense que c'était de bons journaux et c'était de bonnes émissions parce que nous avons tout de suite pris le dessus sur notre concurrent, si je peux dire, la radio d'à côté. Donc là, je peux dire que c'était un signe de qualité. Le gouvernement prenait totalement en charge les frais de fonctionnement de la RTNC et en était, enfin, aujourd'hui aussi encore, l'unique propriétaire. Jean-Jacques Kandé, à l'époque ministre de l'Information, avec les animateurs qu'on a eus, on a inventé le mot grand tam-tam. Le tam-tam, c'est un instrument de musique. Quand on jouait, pour rappeler s'il y a un cas de deuil ou bien une bonne information pour égayer les gens, donc c'était grand tam-tam de l'Afrique. Pour la chaîne stéréo, les gens de la radio technique, les techniciens ont découvert qu'on pouvait créer une chaîne stéréophonique. Alors ils ont essayé pour avoir une chaîne qui pouvait concurrencer l'Afrique numéro 1. Avec la technologie et la science qu'ils ont eue, à l'Okora, on a créé vers les années 85. La première directrice de cette chaîne, c'était Maman Pauline Kabang. Quand nous avons démarré immédiatement la télévision, il n'y avait pas de femmes journalistes. Nous en avions comme speakerine. Il y avait des femmes comme Jackie Betoko, qui a fait une grande émission qui avait beaucoup de succès à l'époque, qu'on appelait Bonsoir le Petit. Maman Lisanga était éloquente parce qu'elle s'adaptait n'importe quand. Elle a été engagée en 1948. Maintenant, Maman Sabine était, on dirait, seule. Mais il avait besoin d'une noire, femme noire, qui pouvait parler aussi français. On est allé chercher Maman Lisanga dans la boucherie, Gilles Valenquer. Quand ils ont eu un duo, maintenant qu'est-ce qu'il y a eu? Ils avaient des émissions, donc une animation libre. Elle parlait de tout et de rien. La deuxième femme qui était engagée à la radio, c'était Marie-Josée Angebi, qui présentait Tango Yabawen. Elle a été engagée en 1955 comme sous contrat et en 1957 sous statut. Elle est morte en 1981, l'année qu'on a signé l'ordonnance pour l'OZRT. Maman Kanzaku Ngelebeya a été engagée avant l'indépendance. Mais les trois, Pauline Lisanga, Marie-Josée Angebi et Maman Kanzaku, avaient le même âge. Ce sont des mamans, on n'a jamais donné l'âge à une maman parce qu'une maman a toujours 20 ans. 2 ans plus tard, que nous avons commencé à intégrer des femmes. Et des femmes qui, généralement, venaient de la radio, dont principalement Maman Kabango, Chita, et Génie Lapé, Gansem. Et plus tard, il y a eu d'autres recrutements. Ça, c'est l'époque de Sakombi, Bakunzo, dont Maman Georgine Kanza, qui était devenue une femme politique. Elle est entrée au comité central, et quand elle est entrée au bureau politique et tout, elle a fait beaucoup sa carrière après la télévision, mais elle était speakerine. Et les femmes que moi j'ai trouvées sur place, c'était par exemple les mamans Pauline Alisanga. Elle avait même commencé à travailler du temps des Belges. Et elle faisait déjà des émissions et elle était aussi présentatrice carrément. Donc il y avait aussi Maman Angebi, Maman Abongi,
Et il y a le groupe maintenant de jeunes filles, nous sommes arrivés et on nous a gardés, on était à 5 et on a un peu changé la façon de travailler à la radio. Donc là, on présentait les émissions et moi, j'avais beaucoup d'émissions à présenter. On m'a donné 12 émissions à enregistrer parce que la plupart des émissions étaient enregistrées. C'était des émissions qui venaient de Radio France, qui venaient de l'Okora et on devait juste mettre des jingles avec les textes. Tout était préparé et on les enregistrait. Comme ça, comme la radio s'arrêtait, je crois, vers minuit. Et pour tout ce temps-là, il n'y avait plus personne. Il n'y avait que des émissions déjà enregistrées qui passaient. J'ai donc commencé à faire des émissions à la radio. On a trouvé que j'avais les capacités. Donc, on m'a mis aussi au journal Parler. J'ai donc commencé à présenter le journal. À l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de femmes qui faisaient le travail en question. Et je dois dire que j'étais peut-être la première. Moi, je considère comme ça, mais les chefs aussi considèrent comme ça. Ça se passait tellement bien à la radio. Finalement, on m'a envoyé à la télévision et j'ai commencé à faire le journal télévisé. Moi, j'ai intégré la RTNC en 1971. Mon intégration a été facile, mais quand même difficile. Mon rédacteur en chef, M. Joseph Kachunga, le directeur qui est Feu Ngomadi Makwala, m'avait confié au rédacteur en chef pour qu'il puisse m'enregistrer. Et quand il m'a enregistré, lundi, quand je suis venu chercher les résultats, le directeur m'a dit, vous voulez venir travailler à la radio alors que vous ne savez même pas lire? Je lui ai répondu presque méchamment, je dis, monsieur le directeur, dites-moi que je ne connais pas les mathématiques, mais le français, je crois le maîtriser mieux que certains de vos collaborateurs ici. Et il a dit à mon rédacteur en chef de lui amener la bande sur laquelle il m'avait enregistré. Le rédacteur en chef lui a répondu en lingala, « Oh, hello que zate, monsieur le directeur. » Le directeur insiste, « Tu m'amènes la bande. » C'est à ce moment-là, quand il amène la bande, qu'il dit, « Ah, oh, yé, aza moi bien. » Le directeur écoute, il dit, « Vous allez présenter le journal du soir. » Voilà comment j'ai commencé. Et le soir, j'ai présenté le journal avec un ami qui vient de nous quitter il y a seulement quelques années, qui s'appelait Bundu Kingoy. Nous sommes au studio, l'indicatif part, et quand on arrive, il dit le journal vous sera présenté par, je dis Jean-Pierre Lépard, et lui dit Tarsis Mengoy. Il met les titres, il donne les premières informations, après, il me passe la parole. Après, il met le gong. Il me dit, en swahili, j'ai traduit en français, tu veux parler mieux que moi? Ah non, je ne veux pas supporter. On continue le journal, il blaguait. Et on s'entendait très bien avec tout le monde pratiquement. Et quand on était en salle de rédaction, on riait beaucoup. Bon, et puis les chefs venaient toujours corriger ce que nous avons écrit, si c'était bien fait, et on nous permettait d'aller maintenant à l'antenne. À l'époque, comme il n'y avait pas de femmes qui faisaient le journal, donc on commençait à me reconnaître dans la rue, ça fait aussi plaisir, quoi. Après ma première formation de niveau 2 à Paris, où j'ai véritablement appris la radio, de retour à Kinshasa, quand à Kinshasa il était 12h30, le journal partait. Mais nous, comme on n'avait pas de moyens et que la rédaction était loin des studios, on pouvait faire 2 minutes de retard. J'avais un petit complexe par rapport à Kinshasa, où quand le journal partait, si c'était à 12h30, le journal partait immédiatement. Et puis, par manque de matériel, je m'étais dit, il faut que j'aille à Kinshasa. Moi, j'ai fait surtout des permanences. Arrivé à un certain niveau que les chefs m'ont accepté, à ce moment-là, on m'envoyait à l'extérieur. J'étais d'abord au Parlement, où j'étais permanente, j'allais là-bas tous les jours, je faisais des reportages tous les jours. Et puis après, on m'a fait quitter là-bas, on m'a envoyé à la présidence. Je faisais aussi la permanence à la présidence. Et je venais à la télévision juste pour présenter, si c'était des ordonnances ou quoi, je les présentais à la télévision. En 1978, il y a le CEVOSA, Studio École de la Voix du Peuple. Aujourd'hui, ICA, Institut Congolais de l'Audiovisuel. J'arrive donc à 80, je donne cours à l'ICA.
Et en 82, on m'apprend que je vais aller travailler à la présidence. Ah, j'ai eu peur. Parce qu'à ce moment-là, il y a un parti qui commençait à naître, c'est un parti d'opposition, le parti de M. Tshisekedi et d'Iki Bassa. Je me suis dit, mais il y a un parti qui naît. Nous sommes en danger, nous qui allons travailler chez Mobutu. Finalement, je me suis dit, j'y vais. Je vais travailler sans problème. Mais il y a eu un petit problème. C'est que le secrétaire général Dongo croyait que j'étais stagiaire de l'ISTI. Il me convoque dans son bureau. Il me dit, mais on vous appelle pour travailler à la présidence. Mais nous n'allons pas envoyer un stagiaire travailler à la présidence. Comment nous allons faire? J'ai dit au secrétaire général, je dis, moi je suis niveau 3, formateur. Je donne cours au CEVOSA. Il dit, ah, mais ça c'est une excellente nouvelle. Donc vous êtes outillé pour travailler à la présidence. C'est comme ça que je serai affecté à la présidence pour travailler comme journaliste de la Voix du Zaïre, nous étions déjà Voix du Zaïre, pour le compte de la radio, parce que notre chef qui était là, Lumbana Kapassa, était destiné, il faisait la télévision. Il faut dire aussi que quand je suis allé à la présidence, c'est parce que ma consoeur Kabangu Chita était en déplacement, parce qu'elle travaillait déjà à la présidence. Quand elle est revenue de son déplacement, elle m'a retrouvé à la présidence et nous avons travaillé vraiment en très bonne collaboration. J'ai évolué avec beaucoup de consoeurs, mais aussi avec des amis à la télévision comme Cécile Mombong, il y avait Cathy Mbombo, et puis il y avait par exemple Émilie Ngongolo, Eugénie Kilabangansem, il y avait Mikiti Nkombe. En 1993, la loi de la libéralisation des médias a été votée par le Parlement. Le monopole que détenait l'OZRT a été brisé par la chaîne privée Antena. Mon parcours commence à la RTNC quand j'étais encore en deuxième graduat à l'ISTI. Je suis venu comme un petit stagiaire là. On nous a responsabilisés au niveau de bulletins d'information, des flashs d'information, je veux dire. C'était vers 16h, 14h, 16h. Il y avait moi, il y avait Kabouya Moulamba Mouteba, il y avait aussi Sakombi Bakozo, Célestine. Et puis, bon, il semble que je me suis fait remarquer et une décision est tombée pour dire ce jeune homme-là, il faut le garder pour présenter les flashs d'information à 14h et à 16h. C'est comme ça que je suis. C'est ainsi que c'est ça mon premier pas à la Voix du Zaïre à l'époque, à la Voix du Zaïre. La RTNC est devenue OZRT, Office zaïrois de radiodiffusion, en 1982, lors de la promulgation par le maréchal Mobutu de l'ordonnance créant l'Office zaïrois de radiodiffusion et de télévision en tant qu'entreprise publique à caractère commercial, artistique et industriel. L'avènement de l'AFDEL le 17 mai 1997 changera l'appellation de l'OZRT en RTNC. Je termine l'ISTI, ma gauche comme effectif en 84 sous Kasonga Mbuka. Kasonga Mbuka dit Kasanga, tu laisses ton truc de la radio, la radio là, tu viens à la télévision. C'est comme ça qu'on embarque à la télévision. Je me suis limité à la rédaction avec Feu Fouassa Tombissa Diaba. Avec le temps, nous sommes mis maintenant à rédiger et puis présenter les flashs d'information, introduire les journaux de 20h, de 23h. Ce qui m'a marqué, c'est quoi? C'est le sens des responsabilités avec les vieux que nous avions trouvés là-bas. Contrairement à ce que nous vivons actuellement. Nous sommes venus à l'RTNC, comme cette fois-ci, comme des journalistes formés
aux sciences et techniques de l'information. Nous, c'est nous maintenant, les vieux qui nous ont précédés là-bas, ce ne sont pas les vieux qui ne sont pas très formés ou bien qui ne connaissent absolument rien en matière de radio et de télévision. Avec l'humilité, nous avons beaucoup appris de ces gens. Parce que vous pouvez tout me dire. Les journalistes, c'est comme les Kwebe Kimpele. Les journalistes, c'est comme Lomba Tenda. Les journalistes, c'est comme Kituto Oleantoa, Semidjei, Lungenza Okali, Kambale Joakali, Babadi Badi Boalou. Ce sont des cas à la radio et à la télévision. Mais à la télévision, il y a Kibambe Shintoa, il y a Kasongo Mwema, Mbungu, il y a Dimanja Wembi, il y a Ngilelo, il y a Poati Makwena, Kafuka Rujamizi, Bungi Diana. En octobre 2024, un hommage mérité a été rendu au journaliste Kasangana Mbengu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, pour le service rendu à la RTNC en baptisant le studio JT Studio Kasangana Mbengu. C'était en présence de Madame le DG de la RTNC, Sylvie Elengue. Merci Madame le DG, la surprise qu'elle m'a fait là-bas. On est venu me dire, Papa Kasangana, ne vous éloignez pas trop du studio. Madame, vous pouvez que vous l'accompagniez à une cérémonie là, au studio. Mais qu'est-ce qu'il y a comme cérémonie? Qu'est-ce que moi je viens faire dedans? Elle dit, ne vous éloignez pas, venez, vous verrez. Quelque temps, je vis surgir Madame, le ministre Mouyaya, commence à des discours, on va inaugurer tout ça. Vous voulez inaugurer ces studios au nom de Jean-Pierre-Henri Kasangana Mbengu. J'ai dit, ah bon? Et j'étais vraiment touché. Je crois que vous m'avez vu pleurer à la télévision. J'étais vraiment très. Mais retenez surtout que c'est une incarnation. Moi, je ne suis qu'une incarnation d'une génération qui a marqué la RTNC. Comme je suis pratiquement le dernier de la génération qui sont là-bas, bon, on a trouvé qu'il fallait prendre quelqu'un qui peut le représenter. Et c'est ainsi qu'on s'est fixé sur mon nom. La radio-télévision nationale demeure et demeurera une grande entreprise. C'est à nous, nous autres agents de la radio et de la télévision, à faire en sorte que ça devienne de plus en plus une entreprise ayant pignon sur rue. Il y a beaucoup à dire sur ces médias publics. La RTNC a vécu, elle vit et vivra toujours au service de la population consommatrice de son produit audiovisuel. L'espoir est donc permis. Mais la RTNC doit faire face à la concurrence.